Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir sur la plateforme du Wellness, comme tous les lundis à 21h. Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir Nicole Yamlasri. Bonsoir Nicole. Bonsoir Yardena, bonsoir. Nicole a un parcours exceptionnel. Vraiment, je le pense sincèrement. Nicole, tu Gentil. es maître praticien en hypnose. Tu es spécialisée dans l'enfance, dans l'adolescent, en qui dit Mind Academy. Tu es coach professionnel, coach de vie, tu es thérapeute familiale et conjugale et praticienne en EFT, PNL, EMDR. Et personnellement, j'ai eu la chance de te connaître. On était binômes ensemble à Lucien. Tu étais professeur des écoles pendant 40 ans. Alors, je trouve que c'est un parcours vraiment extraordinaire et on a la chance de t'avoir ce soir. Tu vas nous parler sur comment rebondir après une épreuve. Très bien. Ouais, c'est un sujet qui parle à tout le monde, hein, Nicole. Bien sûr, bien sûr. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, et donc tout le monde rencontre des épreuves. Et tout d'abord, bonsoir. Et je suis très honorée de participer à ce wellness en compagnie de Yardena, qui est une très bonne amie à moi. Et je suis vraiment très contente de passer un petit moment avec vous et partager donc cette expérience. Et on va parler donc comment rebondir après une épreuve. Que Dieu nous en préserve, bien entendu. Mais ça peut être des petites épreuves, hein, des petites épreuves comme des grandes épreuves. Et on va voir donc quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour donc rebondir après une épreuve. Donc aujourd'hui, quand on parle d'épreuve, on va donc parler de résilience et aussi des stratégies d'adaptation qu'un individu donc va mettre en place pour faire face aux événements qui sont douloureux dans la vie. Excusez-moi. Donc, je vais commencer par une petite devinette et je vais vous demander, pour vous, c'est quoi la résilience? Donc, je vais vous laisser une vingtaine de secondes pour que vous puissiez réfléchir à cette notion de résilience. Alors, il y en a qui ont déjà entendu parler de ce mot-là, il y en a qui n'ont pas entendu, peu importe. Mais quand vous entendez le mot résilience, ça vous dit quoi? Voilà, je vous laisse quelques minutes pour pouvoir répondre. Donc, je vais vous donner une définition de la résilience. C'est une définition de Hagebi et Wilson en 2005. C'est la capacité de faire face ou s'adapter aux changements provoqués par un événement donc aversif. Aversif, ça veut dire donc menaçant, quelque chose qui est douloureux. D'accord? Donc ça, c'est une première définition. Et quand on voit cette définition, il y a deux dimensions, hein, dans cette définition. D'abord, pour parler de résilience, eh bien, on a besoin d'un contexte qui est donc douloureux, d'accord, qui est traumatisant, qui est difficile, bien entendu. Donc, il y a le contexte douloureux. Et il y a aussi le contexte de difficulté, ce n'est pas suffisant maintenant, c'est comment la personne, comment l'individu va répondre à cette épreuve et à cette difficulté. Donc, il y a deux choses. Le contexte difficile, douloureux, aversif, et de l'autre côté, la réaction de la personne face à cette épreuve. Voilà. Donc, deux dimensions. La première est le contexte douloureux et la réaction de la personne.
Alors, une réponse de résilience, c'est une réponse dans laquelle l'individu va pouvoir faire face, va pouvoir donc s'adapter, va pouvoir rebondir, va pouvoir aussi intégrer, va pouvoir aussi résister à ce contexte-là. Donc tout ça, ce sont des verbes et des mots différents, mais c'est l'individu, c'est la personne qui va avoir le choix. Donc, il a le choix d'accepter, il va avoir le choix de s'adapter, d'intégrer ou de faire face ou alors de résister, hein, suivant ses possibilités et ce qu'il souhaite faire de ce contexte-là. Voilà. Donc, pour résumer, pour parler de résilience, on a besoin donc de ces deux choses, le contexte douloureux et la réponse aidante, adaptative que l'individu donc va donner à ce contexte. Voilà. Donc, c'est la résilience, c'est un terme qu'on emploie en psychologie, mais c'est aussi un terme, au départ, c'est un terme qui vient de la physique des matériaux. Et pourquoi on a employé ce terme-là? C'est très intéressant, parce que la résilience d'un matériau, c'est quoi? Eh bien, c'est donc une propriété physique. Après, vous allez voir le lien qu'il y a. Donc, c'est une propriété physique qui permet à ce matériau de retrouver sa forme après avoir été déformé. Si vous prenez un élastique, hein, par exemple, si vous le tendez, d'accord, il va se tendre par une tension, mais quand vous allez le lâcher, il va revenir donc à sa forme initiale. Et donc, la tension qui va suivre, ça va permettre donc de revenir donc à sa position. La résilience en psychologie, c'est pas exactement ça, d'accord? Il y a ce mouvement de supporter donc une tension, de supporter une difficulté à un moment donné, d'accepter de se transformer. Mais quand on rencontre une difficulté, eh bien, la vie nous transforme. Donc, c'est pas la difficulté, on va se déformer, mais on ne va pas revenir à sa forme antérieure. Voilà, il va avoir une transformation. On va chercher un nouvel équilibre, on va avoir une nouvelle forme. Et donc, quelque chose qui est intéressant, c'est cette notion d'équilibre. Et quand on parle d'équilibre, on parle aussi de crise. Pour pouvoir, donc, en tant qu'individu, on cherche toujours des points d'équilibre et on cherche à équilibrer notre vie, on cherche à trouver des contextes qui nous permettent de répondre à nos besoins. Donc, on se met en équilibre, on cherche toujours un équilibre. Et puis, les événements de la vie, le monde extérieur, le contexte extérieur, va faire qu'on va changer. Donc, on va se décaler de ce point d'équilibre et on va certainement donc vivre des périodes de crise, des périodes de rupture avec notre environnement et nos besoins. Alors, par exemple, un exemple de crise dans la vie dans un couple, eh bien, le couple est jalonné de différentes crises. La première crise que l'on peut rencontrer, bon, il y a le mariage, c'est déjà une crise, hein, après la préparation d'un mariage, c'est quelque chose qui fait bouger beaucoup de choses. Et ensuite, la première crise qu'un couple peut rencontrer, c'est la naissance d'un enfant. C'est un événement heureux, bien évidemment, mais ça va être, en fait, comme il va avoir des changements, ça va provoquer une crise. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le couple? Eh bien, le couple va devoir s'adapter à la nouvelle situation, à savoir changer de maison, agrandir sa maison, acheter une nouvelle voiture, etc. Donc, le couple va devoir s'adapter, ne serait-ce que
même au niveau de la maison, au niveau financier, au niveau de l'éducation, etc. Donc ça, c'est une première crise qu'un couple peut traverser. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Il y a, il y a la crise de la quarantaine, hein, vous avez certainement entendu parler. Il y a la crise du nid vide quand les enfants commencent à partir. Il y a la quand on va à la retraite, c'est aussi une crise. Donc, toutes ces étapes donc, dans la vie, on les appelle une crise parce qu'il y a à un moment donné, il y a un déséquilibre et puis on est obligé donc de s'adapter à nos nouveaux besoins. Donc, dans la crise, une crise, c'est dans tout processus, dans tout système vivant, donc ça fait partie donc, de la vie. Et c'est un moment nécessaire pour qu'un changement survienne, d'accord? Sans crise, il n'y a aucun changement qui est possible. Donc, on n'est pas du tout la même personne qu'on était il y a 10 ans. Et on a toujours envie donc, de changer aussi d'environnement, que ce soit affectif, professionnel, ou qu'on veut déménager, ou avec nos amis. On a envie, à un moment donné, on veut changer nos amis. Hein. Donc, il y a dans la vie des périodes d'équilibre et des périodes de crise. Et donc, les périodes de crise, elles sont douloureuses, donc, mais souvent, elles ne sont pas spécialement problématiques. Elles ne sont pas aussi indésirables dans le sens où c'est simplement un indicateur qu'il y a un décalage entre nos besoins et la réalité. Et et qu'on a besoin de se remettre, de se reconstruire un nouvel équilibre. Donc, les crises dans la vie qu'on rencontre, ce sont donc des opportunités, c'est des manières donc de trouver d'autres possibilités et de grandir et de se renforcer dans différents domaines. Donc, quand on rencontre une crise, c'est quelque chose qui prend du temps, bien sûr, et il faut prendre le temps de prendre conscience que c'est une crise pour pouvoir se remettre en équilibre. Hein. Si on ne prend pas conscience qu'on est en période de crise, eh bien, on peut traverser cette crise et elle peut être dévastatrice. Donc, on prend conscience qu'on est en crise et qu'on doit donc faire des réajustements. Alors, pour ce qui est de la résilience, il y a aussi une autre personne que vous devez certainement connaître qui a beaucoup parlé de la résilience, c'est Boris Cyrulnik. Alors, bon, c'est quelqu'un qui est très connu. Boris Cyrulnik, c'est un psychiatre, un neurologue français. Il est né à Bordeaux et c'est lui qui a un petit peu développé ce concept de la résilience, mais qui l'a porté au public. Il a beaucoup parlé de ce concept. Alors, rapidement, je vais vous raconter l'histoire de Boris Cyrulnik, qui est une histoire très intéressante, très enrichissante. Et Boris Cyrulnik est né en 1937, il est né à Bordeaux, et d'une famille juive. Et donc, ses parents faisaient partie d'un réseau dans la résistance. Et ils l'ont placé ils l'ont placé pour pouvoir le sauver. Ils l'ont placé dans une institution pour pouvoir le sauver. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que donc, finalement, à un moment donné, il a été raflé avec d'autres enfants juifs et il s'est réfugié dans une synagogue à Bordeaux. Et grâce à son caractère un petit peu rebelle, parce que comme il dit, c'était un enfant rebelle, et grâce à ça l'a sauvé, il s'est caché. Il s'est caché dans la synagogue, et grâce à ça, il a été épargné, il n'a pas été déporté. Et quand il est sorti de la synagogue,
en se cachant. Il y a une infirmière comment dirais-je, qu'il a pris pour le cacher. Et grâce à ça, donc, il a été sauvé de la déportation. Donc, après, il a été placé en tant que dans une ferme pour survivre en quelque sorte. Et donc après la guerre, après la guerre, il a été recueilli par une tante. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de devenir psychiatre. Donc pour Boris, donc c'est une histoire quand même qui vraiment de résilience, parce que il a subi il a subi la guerre, c'est un survivant en quelque sorte. Et grâce à ça, donc il a conçu, donc enfin il a décidé d'être psychiatre. Et pour lui, donc les pires épreuves sont surmontables et la guérison est toujours possible et que nul n'est condamné au malheur. Ça, ce sont ses paroles. Donc la résilience, c'est pour lui ce processus, ça c'est sa définition, ce processus complexe par lequel les blessés de la vie peuvent déjouer tous les pronostics. Alors ça c'est donc sa définition de la résilience. Donc on va maintenant donc voilà, je vous ai donné donc plusieurs définitions de la résilience. Maintenant que vous avez ces définitions, donc vous pourrez choisir celle qui vous convient le plus, la question que je vais vous poser, c'est quelles sont les compétences qu'une personne peut avoir pour pouvoir répondre à avoir une réponse de résilience? Quels sont les facteurs qui vont l'aider donc à avoir une réponse de résilience? Alors, les facteurs, je vais vous en parler. Hein. Donc, ces facteurs, pour avoir une résilience, il faut avoir certaines compétences. Il faut développer, donc apprendre à développer certaines compétences qui vont donc vous faciliter donc cette résilience. Le premier facteur protecteur de l'individu, c'est ce qu'on appelle l'auto-efficacité. C'est quoi l'auto-efficacité? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'avoir confiance en soi. Alors, c'est peut-être un nom un petit peu compliqué, hein, mais c'est tout simplement le fait d'avoir confiance en soi, dans ses ressources pour atteindre un objectif. Donc, la confiance en soi, c'est un des facteurs très importants pour répondre à une résilience. Ça veut dire que si on a confiance en soi, on apprend à développer la confiance en soi. S'il nous arrive une épreuve, que Dieu nous en préserve, eh bien, on va avoir plus de facilité à répondre, à avoir une résilience, c'est-à-dire à rebondir. Voilà. Donc ça, c'est le premier facteur, c'est-à-dire la confiance en soi. C'est le fait de dire j'ai des ressources, voilà. Donc j'ai des capacités et je suis confiant en moi pour avancer, pour atteindre mon objectif. Et ça se développe et ça se travaille, cette confiance en soi. Alors, un petit exercice, pas un petit exercice, mais quelque chose à faire eh bien, pour renforcer sa confiance en soi, par exemple, eh bien, écrire des choses qui nous mettent en valeur. Par exemple, dans les domaines où l'on se sent confiant, eh bien, les exploiter. Si par exemple, je sais faire de la pâtisserie, eh bien, développer cette compétence. Si je sais faire du tricot, développer cette compétence. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va développer ma confiance en moi. Voilà.
Donc ça, c'est quelque chose à faire régulièrement, se dire, ben, je suis, bon, j'ai quoi comme capacité, j'ai quoi comme compétence? Parce que j'en ai, de toutes les manières, j'en ai. Donc, s'habituer à développer donc ces compétences. Et aussi, une autre chose qui est très importante, c'est aussi fêter ses petites victoires. Quand on réussit quelque chose, eh bien, ne pas les laisser passer comme si c'était naturel. Non, les fêter avec soi-même, se dire, ouais, j'ai réussi à ce challenge et se récompenser, fêter ça. Et ça, de plus en plus, plus on va fêter nos petites réussites et plus on va avoir de plus en plus confiance en soi. Et ça, c'est quelque chose qui va nous protéger de l'adversité et des épreuves. Alors, donc ça, c'est le premier facteur de résilience. Le deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle les affects positifs. Alors, c'est quoi les affects positifs? Eh bien, c'est le fait d'avoir des émotions agréables. Ben, ça se comprend bien, car si vous quand on traverse un événement douloureux, eh bien, et que cet événement, eh bien, elle vous emmène à vous isoler de vos amis, à arrêter de faire des activités agréables, eh bien, alors cet événement va occuper donc tout l'espace. Vous n'aurez plus de place à rien d'autre, vous allez penser qu'à ça. Donc, du coup, tous les événements agréables que vous avez vécus, eh bien, vont passer vous allez les oublier, ils vont passer en seconde place. Et donc, vous allez être complètement envahi par ces moments difficiles. Mais quand on a développé des affects positifs, des émotions agréables, eh bien, c'est comme un ancrage. Quand on est en difficulté, on se projette et on se rappelle de tous ces moments agréables qu'on a vécus. Et ça va nous ressourcer, ça va nous remplir et ça va nous donner du courage pour surmonter ces épreuves. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une banque, moi je dis comme ça, d'avoir une banque de bons souvenirs. Savoir, une banque, c'est quelque chose, c'est là où on met des choses qui sont précieuses. Eh bien, quand on vit un souvenir, quand on vit un moment agréable, eh bien, être conscient qu'il faut le garder dans une banque. Et ça va être un endroit, on va puiser dans cette banque pour pouvoir nous donner la force pour avancer en cas de difficulté. Et ça s'appelle des moments, les souvenirs, ce qu'on appelle les souvenirs agréables. Et en hypnose ou en PNL, on développe, on s'en sert énormément et c'est un ancrage. Et on revit ces moments avec toute l'intensité. Et ça, c'est un facteur qui va nous protéger donc et pour pouvoir avancer, pour pouvoir donc rebondir. Et surtout, le fait de savoir que dans la vie, ben, il y a des moments qui sont difficiles, il y a des épreuves petites, grandes, que Dieu nous en préserve, mais aussi il y a un côté plaisant de la vie. D'accord? Et ça va nous permettre donc d'alléger un petit peu ces difficultés. Donc ça, c'est le deuxième facteur qui va nous aider à donner une réponse de résilience. Maintenant, le troisième facteur qui est très important, le facteur de protection qui va nous aider à avoir une réponse de résilience, eh bien, c'est l'estime de soi. Alors, tout le monde a entendu parler de l'estime de soi. Hein, il y a 3 piliers dans l'estime de soi: l'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Mais quand on vit un moment difficile, douloureux, ça peut impacter notre sentiment de valeur personnelle et la relation que l'on entretient avec soi-même.
Et si on a une estime positive de soi-même à la base, si on a appris à développer cette estime, eh bien, c'est un espace, on a une certaine solidité, on se sent fort et on n'est pas en train de toujours en se remettre en question parce qu'on a un fondement solide. On sait ce que l'on vaut. L'estime, c'est la valeur que l'on se donne. Donc, on ne va pas activer des schémas du style bon, je suis nul, je ne vaux rien. Imaginons qu'on rencontre une difficulté, un licenciement ou une rupture amoureuse. Eh bien, on n'aura pas, ça nous évitera de nous remettre en question et de nous dire de toutes les manières, je suis nul, c'est pour ça que ça m'arrive et je ne vaux rien. Non, parce qu'on a cette estime de soi qui est solide. Et ça nous évite d'avoir donc des paroles dévalorisantes à notre égard. Et donc, parce que quand on a des paroles dévalorisantes, quand on dit, quand il nous arrive quelque chose, tout de suite on s'autoflagelle, on se dit oui, c'est de ma faute, je suis nul. Ça, c'est ce qu'on appelle un facteur de vulnérabilité. D'accord ? C'est je vis quelque chose donc, de douloureux. Non seulement je vis quelque chose de douloureux, mais en plus de ça, je m'en veux, je me critique, je me culpabilise toute la journée et je me dis tout le temps que je suis nulle. Alors, on voit bien ici que ça va rajouter une double peine. Non seulement on a l'événement douloureux, mais en plus de ça, ça va encore, on se dévalorise, donc ça va nous donner encore plus de douleur. Donc, ça va être une double peine. Et ça va être beaucoup plus difficile de traverser donc, cet événement douloureux. Donc, l'estime de soi, c'est très important de le développer. Je reviendrai tout à l'heure sur cette estime de soi. Et ça, c'est le troisième facteur donc, de protecteur qui va donner une réponse de résilience. Voilà. Donc, si vous avez j'espère que vous comprenez, enfin, j'espère que je suis claire. Donc, C'est très clair, Gisèle. Ah, ben merci beaucoup. Bon, le quatrième facteur de protecteur qui va nous protéger, qui va nous aider à répondre, à avoir une résilience en cas de difficulté, en cas d'épreuve, eh bien, c'est ce qu'on appelle la satisfaction de vie. C'est quoi la satisfaction de vie? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'être satisfait de sa vie. C'est quoi être satisfait de sa vie? Eh bien, c'est tout simplement avoir une vision positive de la vie. Donc, et savoir que dans la vie, il y a des choses eh bien, qui sont satisfaisantes. Alors, vous allez me dire, ça rejoint les souvenirs agréables. Oui, effectivement, mais savoir qu'il y a des difficultés, que la vie, elle est faite de difficultés, petites, grandes, peu importe, il y a des difficultés, mais il y a aussi, dans notre coin de notre tête, on sait qu'il y a quand même des choses agréables. Vous voyez, on peut rencontrer comme un licenciement, d'accord, c'est un exemple, hein, ou le chômage, mais avoir des petits endroits où on se sent, on a quand même réussi à faire des petites choses, à être satisfait de sa vie, parce que dans une vie, eh bien, tout le monde le sait, il y a des choses qui sont pas bien et des choses qui sont bien. Hein, c'est impossible que ce soit tout va bien. Non. Donc, savoir que on a réussi certaines choses, il y a des endroits qui sont, on a été en vacances, on a fait des choses qui sont bien. Donc, il y a des choses satisfaisantes. Donc, quand il y a on rencontre des épreuves, des choses douloureuses, ça nous permet de rester en contact avec la dimension positive de la vie. Et ça, c'est un facteur protecteur pour la résilience. Maintenant, le cinquième,
eh bien, c'est l'optimisme. C'est quoi l'optimisme? Alors, c'est un petit peu comme l'espérance, c'est être persuadé que de façon générale, eh bien, les choses vont toujours s'arranger. D'accord? On rencontre des difficultés, mais les choses, elles vont s'arranger. Donc, du point de vue de l'intelligence émotionnelle, l'optimisme, c'est un état d'esprit qui empêche les gens de sombrer dans l'apathie, dans la dépression et de se laisser envahir par un sentiment d'impuissance, hein, dans des périodes difficiles. Comme la confiance dans l'avenir, l'optimisme, c'est quelque chose qui va donc, bien sûr, il faut rester réaliste, c'est payant. Donc, l'optimisme se manifeste par la façon dont les gens s'expliquent eux-mêmes leurs succès et leurs échecs. L'optimiste considère qu'un échec, c'est toujours dû à quelque chose qui doit être changé. Si on a raté quelque chose, eh bien, on a raté quelque chose, mais on peut recommencer en modifiant certaines choses. Donc, c'est pas quelque chose c'est un échec, mais c'est modifiable. Et, il peut être modifié, donc, tandis que les pessimistes, eh bien, ils se reprochent leurs échecs, ils s'attribuent leur échec comme un trait de caractère qui n'est non modifiable. Du style, quelqu'un qui a raté son bac, par exemple, eh bien, le pessimiste va être complètement détruit en disant, moi, je suis capable de rien, et donc il va même pas essayer de le repasser, par exemple. Hein. Pour lui, ça va être un échec qui va le détruire complètement et qui peut même l'amener à la dépression. Donc, l'optimisme, c'est aussi une manière de voir, c'est une manière de voir donc comment les personnes se comportent, hein, dans la vie. Donc, par exemple, quand on vit une déception, eh bien, quand par exemple on n'a pas été engagé dans un travail, les optimistes vont réagir de manière active. Ils vont essayer de réfléchir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour justement se faire réengager. Tandis que les pessimistes, eh bien, ils vont pour eux, c'est comme un peu le bac, hein, ils ne vont pas recommencer et ils vont abandonner. L'optimisme, c'est aussi une manière de se projeter dans le futur et se projeter dans le futur et savoir que dans le futur, eh bien, il y a des choses qui... C'est envisager un futur agréable. On vit des moments difficiles, douloureux, mais personne ne sait comment va être l'avenir. Il y a toujours un espoir. Et donc, c'est se projeter dans le futur en sachant que le futur, eh bien, sera positif. Et j'aimerais vous parler de Viktor Frankl. Viktor Frankl, c'est un homme qui a vécu les camps à Auschwitz. C'est un survivant d'Auschwitz. Et avant la guerre, il était psychiatre. Il donnait à Vienne et il donnait énormément de conférences. C'était vraiment un très très grand psychiatre. Et donc il a été déporté dans le camp d'Auschwitz. Et il raconte son expérience dans un livre qui s'appelle Un sens à sa vie. Pour lui, donner un sens à sa vie, c'est quelque chose qui justement amène à la résilience. Et donc, il raconte son expérience dans les camps. Et un jour, il était dans les camps et c'était vraiment c'était un moment qui était très, très
vraiment où les prisonniers étaient vraiment au plus bas de leur morale, hein. Tout contribuait tout contribuait à ne pas leur donner, oh pardon, excusez-moi, de leur donner aucun espoir. Ils étaient dans un état lamentable. Et donc, le gardien de la cabane a demandé à Victor de leur remonter le moral. Victor Frankel se disait, bon, il n'avait même pas la force puisqu'il n'avait pas mangé, il n'avait rien à boire, c'était vraiment une journée très très dure. Et lui-même, il n'avait même pas la force. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à leur parler dans l'obscurité parce on leur avait coupé l'électricité. Et il a commencé à leur parler d'abord sur leur passé, toutes les bonnes choses qu'ils ont vécues dans leur passé. Et ensuite, il leur a parlé de leur avenir, qu'on n'a pas le droit de se laisser, on n'a pas le droit de se laisser aller face à cette épreuve, parce que personne ne peut savoir. Ils avaient une très très peu de chances de survie, mais il fallait quand même donner de l'espoir et que peut-être, eh bien, ils allaient s'en sortir. Et donc, Victor Frankel lui-même, bon, il s'en est sorti, hein, ça a été un rescapé. Et il parle beaucoup sur le sens que l'on doit donner donc, aux épreuves que l'on vit. Donc ça, c'est la petite histoire de Victor Frankel. Il y en a d'autres qui sont aussi intéressants. Je vous invite à lire ce livre. C'est vraiment quelque chose de passionnant et de très enrichissant. Donc l'optimisme, c'est le fait de garder dans notre imaginaire un futur qui est fait de possible quand on traverse une épreuve dans le présent. Et donc, l'être humain, c'est quasiment la seule espèce qui est capable, qui peut imaginer un futur avec beaucoup de précision, comme s'il était déjà là. Et on sait très bien que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc, quand on se projette dans le futur, c'est comme si on le vivait. Donc, ça nous donne beaucoup plus de force pour affronter l'adversité. Alors, donc ça peut... l'optimisme, c'est un des facteurs les plus importants, le plus important pour surmonter donc l'adversité. Alors, savoir aussi que le futur il est fait quand même le futur peut avoir des éclaircies, peut avoir des bonnes choses. Alors le quatrième, alors ça c'est l'optimisme, et ensuite donc l'inverse de l'optimisme, c'est pas vraiment le pessimisme, c'est ce qu'on appelle l'impuissance acquise ou apprise. Donc c'est quoi l'impuissance apprise? C'est un terme qui a été pris, qui a été pour dire que quelqu'un qui est face à une épreuve, eh bien, si elle se dit de toutes les manières, de toutes les manières, quoi que je fasse, de toutes les manières, ça sera toujours la même chose. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. C'est-à-dire que la personne, elle ne peut plus se battre, elle ne veut plus se battre, et disons qu'elle a complètement décroché. Donc, l'impuissance apprise, c'est un petit peu le contraire de l'optimisme. La personne, elle a déjà donné une réponse à toute action. Par exemple, s'il y a une personne qui vit un échec,
eh bien, elle va dire, ben, de toutes les manières, ça m'étonne pas, c'est toujours, ça tombe toujours sur moi. Donc, elle a quand même, elle a déjà donné une réponse à cette difficulté. Alors, par exemple, si je vous donne un exemple, si quelqu'un cherche un travail, eh bien, si systématiquement si il a un refus, d'accord, dans ses demandes d'emploi, eh bien, avant même de demander, de rechercher un travail, eh bien, avant même ça, il va complètement s'auto-saboter. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Par exemple aussi, un autre exemple, si par exemple une personne elle veut faire du régime et eh bien, et que ce régime ne marche pas, ça va échouer, eh bien la personne elle va renoncer. Elle va renoncer en disant de toute façon les régimes ça ne marche jamais sur moi. Donc déjà elle se prépare à rater, d'accord, parce elle se elle crée déjà une croyance que ça ne va pas marcher, donc automatiquement le régime ne va pas marcher. Un autre cas de figure, par exemple, c'est quand une personne elle rencontre une rencontre amoureuse dans des shidduchim ou dans d'autres quand elle sort avec quelqu'un. Eh bien, si elle est confrontée à des refus, eh bien, elle va intérioriser donc ses échecs et elle va mettre en place un système de croyance en disant que le résultat négatif, malgré les actions, sera toujours anticipé et elle ne va plus rien tenter. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle donc l'impuissance apprise. Quoi que je fasse, rien ne changera, ça sera toujours la même chose. Donc l'estime de soi donc, est alors touchée et la motivation baisse. Et à ce moment-là, donc, quand on rate systématiquement les choses, on peut vraiment aboutir de la dépression. Et comment on reconnaît les personnes qui ont l'habitude d'avoir cette impuissance apprise? Eh bien, ils disent systématiquement, je ne vais pas y arriver ou je ne suis pas fait pour cela. Donc, comme ça, au moins, c'est clair, ils ne vont jamais retenter cette chose-là. Ou alors, peu importe ce que je fais, rien ne va changer. Donc, pour eux, le présent, il est douloureux et le futur, eh bien, il est aussi douloureux. Peu importe ce que je fais, rien ne changera. Donc, on voit bien ici comment c'est un facteur de résignation. Quand on en arrive à ce point-là, d'accord, eh bien, on se résigne. Hein, par exemple, une jeune fille qui sort et qui fait plusieurs shidduch et que ça ne marche pas, donc plus elle va en faire et plus elle va se décourager, eh bien, elle va avoir une croyance que de toutes les manières, ben, c'est comme ça et puis elle va se résigner. Et elle va se dire, ouais, ben, c'est comme ça. Et donc, il faut qu'elle apprenne à justement à revoir ses croyances et se travailler déjà que cette personne eh bien, ait conscience, qu'elle ait une prise de conscience que sa manière de penser, sa manière d'agir, eh bien, ça l'emmène à s'auto-saboter et basculer dans l'optimisme en se disant, eh bien, donc le futur, il est fait quand même de choses positives et avancées. Alors, donc ça, c'est le facteur, donc le facteur de résilience, l'optimisme et la puissance apprise qui est justement le quatrième facteur qui apporte la résilience, c'est ce qu'on appelle
soutien social. C'est quoi le soutien social? Bon, comme son nom l'indique, eh bien, c'est que quand on est soutenu par notre environnement. C'est un des facteurs qui contribue le plus à la résilience, à la gestion, à l'accueil des émotions douloureuses que l'on peut avoir. Donc, c'est le fait de s'appuyer sur des personnes, hein, sur des ressources sociales, sur nos communautés, les communautés. Quand on est rattaché à une communauté, on a un soutien social. Et pour traverser les périodes en difficulté. Grâce à Dieu, dans nos communautés, le soutien social existe. En cas de difficulté, pour les bonnes choses et comme pour les mauvaises choses, on a des GMA. Et tout ça, c'est une chance, hein, c'est un grand bonheur d'avoir donc toutes ces institutions qui existent pour que l'on ait un soutien social. Ce n'est pas donné à tout le monde, ça il faut le savoir, que tout le monde n'a pas accès à ce genre de choses. Et c'est vraiment un privilège d'avoir ce soutien social parce que c'est grâce à ce soutien social, et dans la résilience, on en parle énormément, eh bien, ça peut nous aider donc à différents niveaux. D'abord, ça peut nous aider à avoir un sentiment de repère quand notre environnement est en changement et en crise. On a un repère, ça peut aussi nous aider à nous réassurer, hein, quand on est en difficulté, on doute toujours de nos capacités. Donc, ça nous réassure. Ça peut aussi apaiser nos émotions. Le temps qu'on partage avec nos amis, c'est très important. Ensuite, ça peut aussi nous aider à changer notre vision du monde. Ça veut dire que quand on a un soutien, eh bien, quand on parle avec quelqu'un, avec un ami, elle peut nous faire revenir sur nos jugements, nos croyances, le fait de discuter, de communiquer. Ça peut aussi nous aider à maintenir une bonne estime de nous-mêmes quand nos amis donc, nous témoignent de l'importance qu'on a pour eux, du soutien qu'ils nous apportent et peut-être des gestes d'affection, de l'amitié, de la tendresse, parce qu'un être humain, il a besoin de relations, il a besoin d'amitié et d'amour. Donc, en cas de difficulté, en cas d'épreuve, eh bien, c'est très important de se retrouver entouré. Ensuite, ça peut aussi être matériel, hein. Notre famille, elle peut nous aider, par exemple, financièrement, quand par exemple, une famille qui se retrouve au chômage ou en difficulté financière, tout simplement. Donc, la famille peut donc aider, et ça enlève donc des facteurs de stress, hein, le fait d'être aidé, d'être soutenu. Ça peut aussi enlever des facteurs donc d'insécurité financière. Bon, c'est pas toujours, mais ça peut aider. Ça peut être aussi des amis qui ont déjà vécu la même épreuve et qui nous donnent des conseils pour traverser cette épreuve. Et c'est aussi très important. C'est très important d'être en contact avec ses amis. Donc, voilà. Donc là, je vous ai présenté 6 facteurs protecteurs, ce qu'on appelle des facteurs protecteurs, qui vont faciliter la réponse de résilience. Alors, je vais vous les résumer, d'accord? La première, donc, c'est l'auto-efficacité. C'est le fait d'avoir confiance en soi, en ses capacités, en ses ressources. Et c'est bien de connaître ses capacités et ses ressources. Donc, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Les affects positifs, hein, comment développer et cultiver les émotions agréables avec différentes stratégies. L'estime de soi. Alors, l'estime de soi, on en a parlé, mais je voudrais quand même rajouter quelque chose, c'est que l'estime de soi, c'est non seulement l'image de soi
comment on est, on s'apprécie. Mais c'est aussi ce qui est important, c'est surtout du côté de l'autocompassion. L'autocompassion, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, je veux être un ami pour moi-même, que je réussisse ou que j'échoue. Rester un ami avec soi-même, avoir de la compassion pour soi-même. Et ça, c'est très important. Et quelque chose qui est intéressant de faire pour l'autocompassion, c'est quand on rencontre une épreuve ou quelque chose de difficile, eh bien, pour avoir de l'autocompassion, c'est bien de prendre une feuille, quoi, et d'écrire, d'écrire 20 minutes par jour et s'encourager, se, se, se parler comme si on était un ami et se donner des paroles d'encouragement, se donner des mots d'amour. Et ça aide. Et c'est ça l'autocompassion, apprendre à s'aimer et savoir que si avoir de l'empathie pour soi-même, d'accord, parce que c'est reconnaître qu'on a une partie vulnérable et qu'on peut avoir des faiblesses et quand on rencontre des difficultés et qu'on est dans une épreuve, on est dans une période de faiblesse. Et donc, ne pas se rajouter de la peine à la peine. Et donc, ça peut aider, ça aide, reconnaître sa partie vulnérable, ça aide dans les périodes douloureuses. Comment je peux m'apaiser, comment je peux m'accepter, accepter mes difficultés, mes douleurs. Donc le quatrième, c'était donc la satisfaction de vie. Donc on va le travailler, comme on avait dit tout à l'heure, avec les affects positifs, mais aussi du côté des valeurs. Notre valeur, c'est être aligné avec ses valeurs. C'est qu'est-ce qui est important pour moi, hein? Quand travailler, développer ses propres valeurs pour savoir exactement où l'on va et savoir si on est vraiment dans la bonne direction. Et c'est important de travailler sur ces valeurs. Voilà. Au niveau de... donc, plus on va donc développer la satisfaction de vie, et plus donc le facteur protecteur va se développer. Donc l'optimisme, donc on en a parlé. Donc c'est le 5e facteur de protecteur qui favorise donc la résilience. Donc, mais dans l'optimisme, c'est aussi comment j'explique mes échecs et mes difficultés dans ma vie. Donc, il y a certaines explications qui vont parfois figer les choses, si bien que, par exemple, si bien que, je vous donne un exemple, si j'ai une rupture amoureuse et que j'explique cette rupture amoureuse en disant, bon, elle m'a quitté, en parlant, bon, elle m'a quitté parce que je ne vaux rien et que je ne suis pas digne d'amour, et que c'est un schéma qui se répète. Donc on voit bien ici que cette explication-là va figer les choses pour le futur, et il va condamner le futur. Donc cette personne qui parle comme ça ne va pas se donner une chance de développer une autre relation amoureuse. Parce que pour elle, eh bien, elle s'est déjà condamnée. Donc, si elle dit, si je ne suis pas digne d'amour, comment je peux retrouver quelqu'un dans la vie? Alors que si je trouve une explication à cet événement, à cette rupture, en disant peut-être qu'on n'a pas assez communiqué sur les vrais problèmes de couple, ou peut-être que c'est ça qui a empêché le fait de ne pas que notre couple n'ait pas marché.
Là, c'est pas qui je suis en tant que personne et ce n'est pas ma valeur en tant que personne qui est remise en question, mais c'est la manière dont on a géré cette relation. Donc, moi, je n'ai pas l'explication, moi, je n'ai pas su donc communiquer certaines choses et peut-être ma partenaire n'a pas non plus communiqué d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler parce que c'est pas quand on rencontre une difficulté, c'est pas notre valeur qui est mise en cause. C'est pas la valeur en tant que personne qui est là et qui sera dans le futur. C'est quelque chose de comportemental. Donc, si je change mon comportement et mes compétences, donc je vais avoir plus de chances de réussir. Voilà. Donc ça, c'était pour l'optimisme. Le soutien social, donc on en a parlé. Donc c'est explorer donc les relations qui sont importantes pour la personne et vérifier si si la personne est en capacité d'aller chercher du soutien auprès de ses amis et de sa famille. Alors, en ce qui concerne le soutien social, aller chercher de l'aide auprès de ses amis et de sa famille, c'est quelque chose qui s'apprend dès la plus tendre enfance. C'est quelque chose que l'on doit apprendre aux enfants. Et plus on apprend aux enfants donc qu'il y a un soutien social, et plus l'enfant va le faire de manière naturelle quand il sera adulte. Je vous donne un exemple. Quand, par exemple, votre enfant rentre de l'école et il vous raconte une petite histoire, l'histoire qui s'est passée avec son ami. Il revient triste en pleurant et il vous raconte que voilà, il s'est disputé avec sa copine et parce que elle lui a pas donné son goûter, etc. Et vous l'écoutez et puis vous l'écoutez d'une oreille parce que vous êtes occupé, vous l'écoutez. Mais vous ne prenez pas le temps de rentrer, de comprendre sa souffrance. Vous pouvez lui répondre en lui disant de toutes les manières, cette copine, elle n'est pas très sympathique, t'en auras d'autres. Voyez. Donc, l'enfant qui va venir auprès de vous et qui a demandé un soutien finalement, c'est un soutien qu'il vous a demandé, eh bien, la prochaine fois, il ne viendra pas vous réclamer ce soutien. Et quand on apprend à l'enfant que les parents sont là pour écouter les enfants et prendre toute l'importance de leurs paroles, là, dès le plus jeune âge, on apprend à l'enfant qu'il y a un soutien social, qu'il y a des amis autour de nous qui sont là pour nous aider. Parce que un être humain, c'est un être social. Voyez. Donc, on a besoin de l'autre pour vivre et pour avoir sa place dans la société. Donc, c'est pas le soutien social, c'est pas négligeable. Voyez, si on est en difficulté financière et qu'on doit marier un enfant, eh bien, il y a des GMAR, Baruch Hashem, dans nos communautés, et ne pas se dire oui, mais il y a pire que moi, il y a plus pauvre que moi, etc. Non, savoir que c'est ce soutien qu'on a autour de nous, eh bien, il est fait pour nous soutenir. Voilà. Donc, le soutien social, c'est quelque chose de très, très important et ne pas négliger ce facteur. Donc, je rajouterai maintenant, donc voilà, ça c'est les 6 facteurs protecteurs de la résilience. Et je vais en rajouter un autre, c'est la gratitude. La gratitude, en fait, c'est pas moi qui le rajoute, hein, c'est dans des échelles de facteurs protecteurs. C'est un facteur qui est très important, la gratitude.
c'est le fait de reconnaître et de cultiver un regard appréciatif sur tout ce qu'on a et sur ce qu'on reçoit. Et ça nous permet donc de mieux traverser donc des phases difficiles. La gratitude, savoir dire merci, merci, merci à Hachem, merci à nos amis, merci, merci de tout ce que l'on a. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet donc de traverser aussi des phases difficiles. Et maintenant, un des facteurs qui, pour moi, est quelque chose de très important, c'est la spiritualité. On sait très bien que... alors, c'est quoi la spiritualité, hein? La spiritualité, c'est un facteur d'adaptation qui est important pour pour un certain nombre de personnes. Alors, ça peut être la religion, mais ça peut être aussi la spiritualité de manière générale, hein, c'est-à-dire il y a la religion, d'accord, mais la spiritualité, c'est savoir qu'il y a une force supérieure qui... Attends. Nicole, je t'entends pas. Attends. Depuis longtemps? Ça fait juste une petite seconde. Ah, d'accord. Super. Donc, oui, je disais, donc oui, la spiritualité, c'est quelque chose qui va donner du sens aux épreuves de la vie. Et là, on retrouve Viktor Frankl qui, pour lui, quand il parlait à ses amis enfin ses amis, ses co-détenus dans les camps de concentration. Pour lui, il disait que si on avait perdu la foi, eh bien, c'était comme si on n'avait plus d'espoir. Et la foi, c'est quelque chose qui va donner un sens à nos épreuves. Quand on rencontre une épreuve et qu'on on est religieux, eh bien, une épreuve, comme un test divin, un test que le bon Dieu qu'Hachem nous envoie pour savoir. On dit souvent que quand on a Shalom, une épreuve, c'est qu'on est capable de la surmonter. Que Dieu nous a envoyé cette épreuve, mais on a toutes les forces pour la surmonter. C'est aussi pour nous tester. Donc, quand on est rattaché à une spiritualité, eh bien, ça donne un sens à l'épreuve. Ça donne un sens en se disant, ben voilà, j'ai cette épreuve, mais c'est pour me purifier, c'est pour me sacrifier. Viktor Frankl disait comme ça, c'est un sacrifice, mais ce sacrifice, il faut qu'il ait un sens. On ne peut pas se sacrifier comme ça, il faut qu'il y ait un sens. Et donc, les gens qui sont religieux, qui sont spirituels, ont beaucoup plus de facilité à surmonter les épreuves. Parce qu'ils vont puiser, donc ils vont donner un sens et ils vont puiser de la force dans leur spiritualité. Voilà, donc voilà, donc je vous ai présenté donc les facteurs de résilience. Maintenant, on a encore combien de temps? Si tu veux, on peut conclure et on pose deux petites questions. D'accord. Alors, ce que je voulais, avant de terminer, il y a des stratégies d'adaptation qui sont positives, il y a aussi des stratégies d'adaptation qui sont problématiques.
à savoir et à éviter, bien sûr, eh bien, c'est quand on rencontre une épreuve, faire comme l'éviter, donc faire comme si de rien n'était. Et ça va bien entendu être problématique parce que, eh bien, à un moment donné, ben, ça va ressurgir. Donc, il y a donc l'évitement et il y a aussi une stratégie qui est problématique, c'est surtout ce qu'on appelle la rumination. D'accord? La rumination, c'est quoi? C'est revivre en permanence, revivre donc le passé. Et quand on ruminer le passé, pardon, ruminer le passé, et quand on rumine le passé, eh bien on le revit, on le revit, on le revit. Donc, une petite chose pour éviter de ruminer, c'est toujours écrire, hein, dès qu'on commence à ruminer les choses qui nous posent un problème, tout ce que nos sentiments. Écrire, c'est une stratégie qui va énormément aider. Il y a d'autres stratégies pour conclure qui vont aider, c'est l'art. Alors, l'art, ça permet de l'art-thérapie. Hein. Bon, l'art-thérapie, c'est la thérapie par l'art. Mais se consacrer à l'art, ça permet de se décentrer, de se mettre à la place de l'autre, donc de développer l'empathie. Donc, l'art, ça provoque une émotion. Donc, il invite à un partage d'émotions et évite la solitude. Alors, l'art, ça peut être peindre, ça peut être toutes sortes d'art. Ça peut dessiner, ça peut être aussi tricoter, ça peut être toute forme d'art. On n'a pas besoin d'être un grand artiste, hein. C'est tout simplement développer quelque chose qui va exprimer ses émotions. Et quand on a vécu une épreuve qui est très très difficile et qu'on n'arrive pas à en parler à nos enfants, par exemple, eh bien, on peut passer par l'intermédiaire de lectures ou de films, hein. Et c'est bien aussi de constituer, par exemple, si on a vécu une épreuve avec laquelle on ne peut pas parler avec nos enfants parce que c'est trop, trop douloureux, eh bien, acheter des livres qui parlent de ce sujet, qui vont permettre aux enfants donc de lire. Si par exemple un enfant il vient et vous dit est-ce que tu peux me parler cet événement et que vous ne pouvez pas en parler. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui a vécu un attentat. Et un attentat, c'est carrément un grand traumatisme et elle ne peut pas en parler à ses enfants. Eh bien, une stratégie qui est intéressante, c'est de constituer une bibliothèque qui parle de ce genre d'épreuves et dire aux enfants, ben voilà, je te propose ce livre, lis-le et puis si tu veux, on pourra en discuter. Là, il y aura une dissociation qui fait que le partage sera moins douloureux. Il y aura plus un... Voilà, donc on a fait un petit tour sur la résilience. Yardena, si tu as des questions. Alors, tout d'abord, Nicole, j'ai adoré. Vraiment, c'était juste magnifique et je suis sûre que les participantes ici présentes, elles peuvent vraiment témoigner. C'était vraiment très bien structuré. J'ai adoré tous ces facteurs-là. C'est vraiment des outils qu'on a en main. Et surtout, les techniques, comment on va pouvoir y remédier concrètement avec l'art-thérapie, l'écriture, la lecture. Et je voulais te poser une petite question, si tu me permets. Et après, on peut... est-ce qu'il faut avoir les 6 facteurs ou bien on peut avoir 2 sur 6 ou 3 sur 6? Et ma deuxième question, c'est lesquels, toi, tu penses sont les plus importants pour rebondir? Alors, là, je vous en ai présenté 6, mais il y en a beaucoup plus, hein, puisque je vous en ai rajouté 2, la gratitude et la spiritualité. Mais il y en a d'autres, hein, sur lesquels j'ai passé.
Mais comme tout à l'heure, je vous disais, pour rebondir après une épreuve, c'est vous qui devez, c'est la personne qui doit choisir comment elle va donc, quelles sont les stratégies qu'elle va mettre en place pour donc pour rebondir. Mais de toutes les manières, tous ces facteurs-là, on les a en soi-même. On a de l'optimisme, c'est quelque chose qui se travaille. Tous ces facteurs-là, ça se travaille. Les souvenirs agréables, ça doit se travailler. Il faut qu'il y ait quand même une prise de conscience de dire, ah ben oui, c'est vrai, ça c'est un souvenir agréable. Tout ça, c'est un travail, hein. La gratitude, on sait que ça existe, mais qui pratique la gratitude? Il faut savoir, il faut se poser, il faut réfléchir, il faut avoir une réflexion. Ce que je vous ai dit, ce sont des pistes de réflexion. Vous voyez, l'optimisme, tout le monde sait que ça existe, mais tant qu'on ne prend pas sur soi de travailler l'optimisme et qu'à chaque fois qu'on se projeter dans un futur agréable, tout ça se dire à chaque fois qu'on a une pensée un petit peu pessimiste, essayer de changer de focus, essayer de changer notre manière de voir, notre perception. Ah, peut-être qu'il y a une autre manière d'envisager l'avenir, de voir les choses. Vous voyez, il y a, dans la vie, comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont pas très bien, mais il y a des choses aussi qui sont bien. Vous voyez. Merci beaucoup, Nicole. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. La deuxième question, c'est pour toi, lesquels facteurs lesquels facteurs tu penses qui sont les plus importants, qui vont vraiment nous motiver et nous booster à rebondir? Pour toi, quels sont les facteurs les plus importants qui te parlent le plus? Je pense, moi, la spiritualité, c'est quelque chose de très important, bien sûr, parce qu'on le sait parce qu'on est là-dedans et qu'on sait très bien, le peuple juif, c'est un peuple résilient de toutes les manières. Et tous les auteurs qui ont parlé de la résilience, ce sont des auteurs juifs. Et là, je crois qu'on est bien placé pour parler de résilience. Donc, la spiritualité, c'est quelque chose qui nous porte et qui nous aide à traverser le temps, carrément. Et c'est grâce à la résilience qu'on a traversé le temps et qu'on est là. Exactement, c'est vrai. C'est exactement ça. C'était tellement riche en informations et en exemples. Vraiment, tu nous as offert beaucoup de clés en main pour, comme tu as dit très bien, que Dieu nous en préserve. Mais que si on traverse, c'est là pour nous transformer. Alors, Nicole, tu consultes à Paris et ailleurs, c'est ça? Voilà. Oui, dans le 19e et ailleurs. Ailleurs, voilà. Super. Et tu organises aussi des ateliers? Oui, j'organise des ateliers. Je fais des ateliers notamment pour les seniors, hein, avec le PRIF, hein. Le PRIF, c'est un organisme de l'assurance retraite. Donc, je fais régulièrement des ateliers c'est le passage à la retraite. Ensuite, je fais des ateliers de développement personnel, mais surtout de l'estime de soi. Et je vais en faire un dans très peu de temps ailleurs, et puis et sur Paris aussi. Voilà. Super. Alors, voilà, celle qui a besoin des coordonnées, on transmet des coordonnées, Nicole. C'était un vrai plaisir de t'écouter. Merci de m'avoir écouté. Ça a été un plaisir aussi pour moi. Et félicitations, Yardana, pour ce projet. Merci beaucoup pour tous tes conseils précieux. Merci à tous d'avoir été présentes. Voilà, si vous avez quelque chose, des thématiques qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine, lundi, soir prochain, à 21h sur le wellness.
Merci à toutes d'avoir été présentes. Au revoir, Merci Nicole. beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.